Bienvenidos a esta jornada sobre Túnez de la que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid junto con la Oficina Económica y Comercial de Túnez en España, FIPA. Muchísimas gracias por atender esta reunión. Ruego, por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, excepto los ponentes. Las preguntas las podrán formular al final del evento y esta jornada se grabará de forma completa y luego posteriormente lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Sin más dilación, doy la palabra a don Ángel Asensio Laguna, presidente de nuestra Cámara de Comercio. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos. En primer lugar, agradecer a todos ustedes acompañarnos en esta jornada y la confianza que han depositado en nuestra institución al participar y presentar a la comunidad empresarial de Madrid los nuevos retos y oportunidades comerciales y de inversión que presenta Túnez en el escenario actual. Lo primero, me gustaría saludar a los asistentes y de forma muy especial a la excelentísima señora doña Fatma Omrani, que es la embajadora de Túnez en España, el excelentísimo señor don Guillermo Ardizone, embajador de España en Túnez, a don Abdelbasset Ghanmi, director general de FIPA Túnez, a don Adel Mohsen Chabana, presidente de la Cámara Hispano-Tunecina de Comercio e Industria, doña Ana de Vicente Lancho, subdirectora general de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, a don Atef Magdou, presidente de la Instancia General Público-Privada de Túnez, a don Ibrahim Medini, director de FIPA Túnez en Madrid para España y Portugal, a doña Ingi Dogui Janini, directora general de APIA, Agencia de Promoción de las Inversiones Agrícolas de Túnez, y don Noureddine Agrebi, director general del Parque Tecnológico Agroalimentario de Túnez, y don Anis Jaziri, presidente Tunisia Africa Business Council, y a todos los asistentes, todos los empresarios que están conectados hoy con nosotros. Quiero hacer una mención a la Embajada de Túnez en España y a la Agencia de Promoción e Inversión Extranjera de Túnez, FIPA, la estrecha colaboración que ha mantenido con el Departamento Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que lo iba haciendo desde hace años, y el esfuerzo que han hecho para poder contar hoy con los ponentes de tan alto nivel con los que podemos contar esta misma mañana, tener esta mañana. Todo ello, por todo ello hemos firmado un acuerdo de colaboración entre FIPA y la Cámara de Comercio con el objetivo de fortalecer y promover las relaciones comerciales y económicas entre Túnez y España, en este caso con las empresas de Madrid. Agradecer también la colaboración institucional, como siempre, de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en beneficio para favorecer la internacionalización de las empresas de la Comunidad y de la Ciudad de Madrid. También nuestro partner estratégico para la internacionalización de las empresas, que es el socio estratégico, que es líder en materia logística internacional, Kuben & Nagel, al que siempre agradecemos que esté con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, favoreciendo también la internacionalización de las empresas madrileñas. Estamos en un contexto que, como bien decía el embajador anteriormente de España en Túnez, no salimos de una y ya hemos entrado en otra situación de crisis y delicada, comprometida, lo cual no nos da tiempo a digerirlo ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista económico. No hemos terminado de recuperarnos de la pandemia. Países como España y Túnez, que los dos tenemos una alta dependencia en nuestro PIB del turismo y que es precisamente lo que más ha sufrido en esta pandemia, pues cuando no hemos terminado de recuperar la normalidad, pues nos encontramos ahora con el conflicto bélico, con la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces nos encontramos ahora en un complicado entorno internacional, pero esto no es excusa para no tener que seguir trabajando en la internacionalización. El mundo sigue moviéndose, tenemos que estar trabajando en el presente y sobre todo en el futuro para estar mejor preparados para cuando las cosas pasen. Y como desde la Cámara de Comercio e Industria de Madrid consideramos siempre que la internacionalización es estratégico para crecimiento de nuestras empresas y para diversificación al estar en diferentes países. Evidentemente la internacionalización es muy importante junto a la digitalización como herramientas para ser más eficientes en nuestra gestión en un mundo cada día más competitivo, y la sostenibilidad como una responsabilidad de todos para tener un mundo mejor y sobre todo el que dejamos a nuestros hijos. Como decía antes, hoy contamos con un destacado panel de intervenciones donde se tratarán diversos temas sobre oportunidades de negocio, sectores claves como es la industria agroalimentaria de Túnez. Antes de darles paso ya a todo este panel, sí que me gustaría mencionar algunas breves palabras sobre este país, ¿no? Que este año celebra el 66º aniversario de su independencia y que cada día se presenta como un país más importante para España.
La economía tunecina, con más de 11 millones de habitantes, se encuentra entre las economías más competitivas del mundo árabe y de África. El crecimiento previsto para los próximos años mantiene esa tendencia alcista que venía reflejando desde años anteriores, con el paréntesis, como todos naturalmente, de la pandemia, ¿no? Ofrece a las empresas, por lo tanto, un entorno de negocios de calidad y una ubicación geográfica privilegiada entre Europa y Oriente Medio y África, a 2 horas de vuelo entre las principales capitales europeas. El 80% de las exportaciones de Túnez son precisamente a la Unión Europea, sectores tan importantes como la agroindustria, turismo, petróleo, química y textil. Hace unos años visité yo precisamente este país para conocer todo el tejido empresarial textil que hay en Túnez, ¿no? Y que es proveedor de diferentes países como Alemania, Francia, Italia y en menor cuantía, pero que ha ido cobrando más importancia también en España. Se están realizando, por tanto, numerosas inversiones en distintos sectores. El primer sector de la economía tunecina es el turismo, igual que ocurre en España, principal motor de la economía del país, y para el año 2022 se espera que la actividad recupere los niveles de crecimiento habituales, ¿no? Obteniendo parte de los 7 millones de turistas que se perdieron por los efectos del COVID-2019, como nos ocurrió en España y como ocurrió en todos los países que tenían una alta dependencia del turismo. La competitividad de las empresas se ve favorecida por el alto nivel educativo de la población, las mejoras en la gestión económica y en las instituciones públicas. Según el principal índice de competitividad mundial, Túnez ocupa la primera posición en el norte de África en términos de atracción de talento, lo cual garantiza cuanto más cualificadas estén las personas, pues evidentemente más competitivas son sus empresas y la gestión del país. El gobierno tunecino ha confirmado la prioridad que da a la Unión Europea en el marco de sus relaciones exteriores, como decía, es el 80% del destino de las mismas, lo que se refleja en el acuerdo de las relaciones privilegiadas entre la Unión Europea y Túnez, suscrito en noviembre del 2012. Que señala el camino para una mayor integración económica y negociar un acuerdo de libre comercio, TLC, completo que ya se había iniciado en el año 2016, esperamos que se acabe pronto. Túnez es un socio político y económico importante para España. Existe una clara voluntad por ambas partes de mejorar y profundizar las relaciones bilaterales. Y desde la Cámara os animamos a las empresas a aprovechar esta situación de estabilidad política, el clima de colaboración entre España y Túnez y aprovechar las oportunidades de negocio, cooperación e inversión que ofrece este país. Y sin extenderme más, doy la palabra y agradezco de nuevo su presencia y apoyo a la señora embajadora de Túnez en España. Embajadora, la palabra es suya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. La palabra, señora Fatma Omrani. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Buenos días a todos y a todas y gracias para el invito a participar a este importante primero evento del año sobre las relaciones entre Túnez y España. Excelentísimo señor embajador de España en Túnez, señor presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, estimados y estimadas ponentes y señoras y señores. Es un placer estar con vosotros a este seminario, Túnez, mercado preferente para la empresa española, y también por el esfuerzo constante que hacen en apoyo al fortalecimiento de las relaciones económicas entre nuestros dos países. Desde la embajada quisiera también reiterar nuestro compromiso al servicio de la diplomacia económica en estrecha colaboración con todas las administraciones públicas tunecinas, aquí presente FIPA, APIA para las inversiones agrícolas, la instancia general del partenariado público-privado y también los actores del sector privado, la Cámara de Comercio Tuneso-Española y la Tunisia Africa Business Council también aquí presente y todos los otros que están online con nosotros. Y eso es con el objetivo de allanar el terreno a nuestros socios en España para que puedan aprovechar al máximo de las oportunidades de negocio, de partenariado y de inversión que ofrece Túnez. Los vínculos históricos, no tenemos que hablarlos, se han fortalecido en todos los ámbitos, tanto a nivel político que económico, y la primera visita de un presidente de gobierno europeo a Túnez tras la revolución fue la del jefe del gobierno español.
y hemos tenido desde entonces frecuentes intercambios de visitas de alto nivel, consolidando nuestros lazos de amistad y cooperación. Quiero recordar que en 2018 se celebró en Túnez la 8ª reunión de alto nivel bajo la presidencia de los jefes de gobierno y más recientemente el ministro de Asuntos Exteriores de Túnez realizó una visita de trabajo en España en abril del 2021 y hace 2 semanas el presidente de Túnez, excelentísimo señor Don Kais Saied, se ha reunido con el presidente del gobierno de España, excelentísimo señor Don Pedro Sánchez, en Bruselas, a la margen de la cumbre Unión Europea-Unión Africana, el pasado 18 de febrero. Durante este encuentro, el señor Sánchez expresó la disposición de su gobierno y de España a todo lo que permita desarrollar las relaciones económicas y comerciales bilaterales y fomentar aún más el establecimiento de empresas españolas en Túnez. Sin embargo, creo que las relaciones económicas se mantienen lamentablemente por debajo del gran potencial que existe entre ambos países, a pesar de que España es nuestro 4º cliente y 7º proveedor. Túnez es entre los países más integrados en las cadenas globales de valor, gracias notablemente a su posición geográfica estratégica y su proximidad de Europa. Y cabe recordar que Túnez, como lo decía antes el señor presidente, es el primer país del sur del Mediterráneo que tiene una zona de libre cambio con la Unión Europea desde enero de 2008, que queremos también aumentar. Y también, y eso para mí es un indicador importante, somos colaboradores a nivel científico y cultural en los programas de la Unión Europea como el ACA 2020 para la inversión en la investigación científica. Y además de su posición geográfica estratégica y de su proximidad con Europa, Túnez puede servir como puente de acceso a otros mercados de nuestra región, especialmente el mercado vecino de Libia, el mercado común de los países de África Oriental y Austral, COMESA, y el de la Comunidad Económica de Estados de África Oriental, o ECOWAS, además de la zona de africana de libre comercio que se está poniendo en marcha. Y de esto nos van a hablar también nuestros ponentes de Túnez. En cuanto a la inversión, según el informe Doing Business 2020, Túnez se encuentra en el puesto 19 en la categoría de iniciar una empresa, Start a Business, gracias, entre otras cosas, a la nueva ley de inversión de 2017, que recoge las ventajas e incentivos financieros, las nuevas garantías y facilidades administrativas para los inversores. Los expertos les comentarán más tarde los detalles de esta nueva ley. Antes de terminar, quería también hablar de un reciente encuentro con doña Reyes Mayoto, ministra de Economía y Turismo de España. Hemos convenido en esta ocasión que a pesar de todos lo que los deniegan, nuestros países son más aliados que competidores. Por eso hacemos que el Made in Tunisia y Marca España puedan tomar un nuevo compromiso en este momento tan difícil de nuestra historia común, de la historia de la región, con problemas que van más allá de lo que podemos resolver en minutos o momentos. Y nos ponemos también en poner en marcha este proyecto europeo, español, regional, de acercamiento industrial y tecnológico. Túnez podría ser y es un aliado para España. Gracias para invitarnos nuevamente y enhorabuena en este evento. Gracias. Gracias. Se le ha quitado el micro, señor Adel. Gracias. Ahora. Gracias, embajadora. La palabra ahora al señor Guillermo Ardizón, embajador de España en Túnez. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Quería en primer lugar agradecer a la Cámara de Comercio y a su presidente por abrirnos esta ventana a las embajadas de Túnez en España y de España en Túnez para poder
dirigirnos y compartir estos momentos con empresas españolas y con todos aquellos que estamos interesados en hacer, en intensificar las relaciones bilaterales entre nuestros países, sobre todo desde el punto de vista de las relaciones concretas entre las personas que hacen cosas concretas y sólidas y que son al final las que permanecen por encima muchas veces de los esfuerzos que hacemos las instituciones o los gobiernos. Yo normalmente también quiero agradecer muchísimo la presencia y saludar a mi colega y amiga, la embajadora de Túnez en España, Fatma Amrani, así como al presidente de la Cámara Tunecina, Hispano-Tunecina de Comercio e Industria, y a todos los participantes, al director general de FIPA, a quien recientemente he visitado, y también compartir unos momentos con el presidente de la Tunisia Africa Business Council. Una de las primeras cosas que me gustaría decir, aparte de corroborar todo lo que ha dicho mi colega, la embajadora de Túnez en España, desde el punto de vista de los intercambios institucionales, de las relaciones y de la voluntad compartida de reforzar nuestras relaciones bilaterales a todos los niveles, es que además de todo eso existen unos fuertes vínculos culturales e históricos. Normalmente en España solemos hablar de nuestros vínculos con América Latina para destacar una baza, un acervo de relaciones históricas que facilitan en gran medida las relaciones entre las empresas de las dos, de España y de Iberoamérica. Pero es que también esos vínculos históricos y culturales existen con Túnez y son los que precisamente crean la base para que en Túnez haya una gran simpatía hacia España, un gran interés por las empresas españolas y por el enorme desarrollo que España ha experimentado en sus más de 40 años de democracia. Desde ese punto de vista, veo que con el paso del tiempo, pues, las empresas españolas se han ido haciendo presentes en Túnez. Es verdad, como dice mi colega, la embajadora de Túnez en España, que los niveles están por debajo del potencial que tienen ambos países, pero la aportación no es menor. Hay alrededor de 60 empresas españolas que están aquí, muy asentadas, algunas desde hace muchísimo tiempo, y que han contribuido a la creación de más de 6.000 puestos de trabajo en Túnez, por tanto contribuyendo al crecimiento y a la riqueza del país. España, como dice mi colega, en efecto es un importante proveedor y cliente. Estamos todavía por detrás de otros países como Alemania, Francia o Italia, y nuestra ambición es ir hacia adelante y conseguir mayores tasas de presencia. Para eso tenemos algunos instrumentos concretos. El principal es el que se combinó entre España y Túnez mediante la firma de un convenio en 2019 para la creación de una línea de crédito por valor de 25 millones de euros para operaciones de pequeño y mediano tamaño con cargo al Fondo de Internacionalización de la empresa FIEM. Y a favor de empresas tunecinas o hispano-tunecinas en condiciones muy favorables y que está todavía disponible. Y nosotros aquí en Túnez estamos haciendo una labor de divulgación. La oficina comercial de la embajada está haciendo una labor muy activa de divulgación entre entidades financieras, empresas tunecinas, para su mayor aprovechamiento. Y existen otros instrumentos también que España ha puesto en marcha para, digamos, fortalecer las relaciones económicas entre los dos países y también para apoyar el propio desarrollo de la economía tunecina, como fue en junio de 2020 la aprobación de un fondo de ayuda de microcréditos de 3 millones de euros que se canalizó por la Agencia Española de Cooperación a través de FONPRODE, el Fondo de Promoción al Desarrollo, y que gestiona en Túnez el Conseil Financier aux Entrepreneurs, que es la institución que se encarga de su gestión y que va encaminado sobre todo a población, aquella parte de la población que no está bancarizada y cuyo objetivo es, por lo tanto, la inclusión financiera. A través de estos instrumentos concretos estamos presentes y otras muchas actividades, pero sobre todo de las instituciones. La embajada y su oficina comercial están en contacto constante con las empresas, prestan unos servicios, yo creo que muy importantes a las empresas españolas que están interesadas en venir aquí y en conocer el mercado tunecino, pero también tenemos otra importante institución que es la Cámara Tunecino-Española de Comercio e Industria, que era en 2017, es una institución joven,
pero creemos que es una institución fundamental porque a través de la experiencia de los miembros de la misma, que son empresarios y representantes de empresas tunecinas y españolas, las empresas españolas que estén interesadas en invertir en Túnez y en comerciar con Túnez pueden encontrar un cauce muy importante de información y de conocimiento del medio, que muchas veces es realmente lo que hace la diferencia a la hora de buscar socios para los negocios, para el comercio o para la inversión. Creo que todo está dicho por mi colega y por quienes hablan, por el propio presidente de la Cámara de Comercio en relación con las oportunidades de Túnez. Yo creo personalmente que Túnez es un país de futuro, es un país que nos tiene que interesar necesariamente, es un país muy cercano, es un país que ofrece muchas posibilidades, tanto en primer lugar por el carácter resiliente de su economía. Hemos visto cómo después de una época muy difícil, como fueron los atentados de 2015 y 2016, el turismo se recuperó y en 2019 recuperó, por tanto, las tasas de visitas que había tenido anteriormente y, por tanto, el sector turístico aguantó, está aguantando ahora el desafío que ha supuesto la crisis de la COVID y estoy seguro de que saldrá adelante. Y luego también, por supuesto, tiene unas ventajas enormes desde el punto de vista de su población, de la formación. Es un país que ha invertido muchísimo en educación y que tiene unas tasas de alfabetización muy elevadas. Y además, y yo creo que eso es muy importante y destacado por instituciones como el Banco Mundial, tiene un enorme número de graduados que salen de las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y con las tasas quizás más altas, solamente después de Egipto, en el caso de las ingenierías en toda África. Y luego también, por supuesto, tiene otra gran ventaja comparativa, que es su proximidad a Europa, sus relaciones intensísimas con Europa, que creo que de las que, por tanto, España es parte integrante y que también nos debe animar a conocer las experiencias de éxito, las historias de éxito que empresas españolas y empresas de otros países europeos han tenido en Túnez. Pues bien, todo ese conjunto de elementos creo que hacen de Túnez un país muy atractivo, que tenemos que apoyar entre los estados, las instituciones públicas, pero también las instituciones como la Cámara de Comercio, la FIPA, la Cámara Tunecina Española de Comercio e Industria. Entre todos creemos que debemos seguir trabajando en pos de ese objetivo y, desde luego, por parte de la Embajada y de su oficina comercial no van a quedar esfuerzos por hacer para conseguirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. La palabra es a Abbas Ghanmi, directeur général de la FIPA. Merci, c'est Adel. Honorables participants et invités, je voudrais bien exprimer mon bonheur d'être avec son Excellence, M. Guillermo Ardizon, ambassadeur d'Espagne en Tunisie, son Excellence, Mme Fatma Omrani, ambassadrice de Tunisie en Espagne, Dr Angel Asensio Laguna, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Madrid, et en la présence virtuelle de personnalités distinguées et des investisseurs espagnols pour l'ouverture des travaux de ce webinaire « Tunisie, destination attractive pour les entreprises espagnoles ». Cette rencontre n'aura sa juste valeur si ce n'est un apport collectif. Elle constitue l'aboutissement d'un travail considérable entre FIPA Tunisia et son prestigieux partenaire, la Chambre de Madrid, un partenariat tributaire d'octroyer une dynamique durable et profonde à nos programmes futurs pour une consolidation des relations tuniso-espagnoles d'une part et d'une variation de l'élan d'ouverture économique dans lequel la Tunisie s'est engagée d'autre part. La circonstance de ce jour m'offre l'occasion de remercier Madame Enji Doghi Hnini, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements agricoles, Monsieur Atef Majdoub, président de l'instance générale des partenariats publics-privés, Madame Anna De Vicenti Lancho, du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme de l'Espagne, Monsieur Nourdine Agherbi, directeur général du Technopôle agroalimentaire de Bizerte, et Monsieur Anis Jaziri, président du Conseil d'affaires Tunisia Africa Business Council, qui nous font l'honneur de participer à cette rencontre. Chers participants, nul ne doute que la Tunisie est très regardée par la communauté d'affaires européenne et de plus en plus perçue comme un marché relais pour conquérir les marchés africains à fort potentiel de développement. Et ce n'est pas nouveau pour un pays doté d'une économie multidimensionnelle et de structures industrielles modulables et adaptées aux exigences internationales en pleine mutation.
Dans ce contexte, plusieurs entreprises européennes en général et espagnoles en particulier se sont taillées une place dans l'écosystème tunisien pour des expansions dans la sous-région et sont des témoins de la fiabilité des atouts que la Tunisie ne cesse d'entretenir et de rénover. Dans ce cadre, nous rappelons quelques chiffres clés relevant de l'investissement espagnol en Tunisie. En effet, nous comptons actuellement plus de 60 entreprises espagnoles, employant près de 7000 emplois directs. Au terme de l'année 2021, nous nous réjouissons d'avoir l'Espagne se positionner 4e dans le top 10 des pays émetteurs des investissements étrangers, avec un flux hors énergie de 20 opérations d'investissement permettant la création de plus de 350 emplois. Des entreprises espagnoles qui se sont taillées une place sur le marché tunisien pour intégrer ainsi une chaîne de valeur à forte valeur ajoutée et bénéficier opportunément de l'approvisionnement de proximité de divers secteurs, notamment les industries agroalimentaires et l'agriculture, qui sont parmi les domaines d'excellence du pays, tant au niveau de la croissance, des exportations que de l'emploi. D'abord, la Tunisie est un site de plus de 120 entreprises à participation étrangère spécialisées dans les industries agroalimentaires. Elle est le premier exportateur en Afrique des produits biologiques et est l'unique pays africain et arabe à bénéficier de la reconnaissance d'équivalence avec l'Union européenne pour l'exportation des produits biologiques. Ainsi, la coopération triangulaire Espagne, Tunisie, Afrique s'offre désormais à bras ouverts aux entreprises espagnoles, ciblant le marché africain en passant par la Tunisie comme plateforme d'accès incontournable. Nous remercions ces entreprises d'avoir fait confiance en la Tunisie et encourageons fortement les sociétés espagnoles à suivre ce modèle et considérer notre pays comme un partenaire fiable pour leur développement. Avec ces belles perspectives qui se dessinent, je ne saurais terminer mes propos sans réitérer mes vifs remerciements à notre co-organisateur et éminent intervenant et souhaiter particulièrement aux participants une meilleure saisie du potentiel énorme dont regorge la Tunisie, tout en lançant les premiers jalons d'une optimisation des relations pérennes entre la Tunisie et les communautés d'affaires espagnoles. Je vous invite à suivre les présentations et de ne pas hésiter à me solliciter et les intervenants sur les points qui vous semblent déterminants pour votre démarche d'investissement, principalement dans le secteur agroalimentaire et d'expansion dans cet espace Espagne, Tunisie, Afrique. Et comme dit un adage africain célèbre, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Et c'est notre rôle de vous donner toutes les raisons de réussir la concrétisation de vos projets d'investissement en Tunisie. Je vous en remercie enfin à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Serrano, por votre disponibilité. Entre nuestros invitados distinguidos, invito a la señora Ana de Vicente Lancho, subdirectora general de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio, que va a hablar de las relaciones hispano-tunecinas. Señora. Muchas gracias. Es un honor participar en este seminario con invitados tan importantes. Saludo a los dos embajadores de Túnez y de España, al director de la Cámara en Madrid y al resto de los participantes que han organizado este evento. Yo voy a compartir una breve presentación porque hay muchas cosas que ya se han dicho. Intentaré ir rápido para hacerlo lo más agradable posible. Un momentito, que estoy compartiendo la pantalla. Sí. Bueno, un momento, vamos a empezar, un segundo. A ver si esto va, un momentito. Que, no, que ahora justo la tecnología me juega una mala pasada y no puedo. Se ve bien, Ana? Sí, se ve bien, pero no la puedo pasar. Vamos a ver si la podemos pasar. Sí, ahora ya sí. Vale, vale. Un momentito. Entonces vamos a ir para atrás. A ver si ahora sí me va. Vale.
Esto es. Perfecto. Bueno, voy a hablar rápidamente de las relaciones económicas y comerciales entre España y Túnez. Yo soy la subdirectora de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio desde el 1 de septiembre de 2021 en la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Entonces voy a hablar un momentito del tamaño del mercado y la coyuntura, las relaciones comerciales, los acuerdos a nivel institucional y las oportunidades que nosotros vemos para las empresas en este interesante país. Bueno, pues ya se ha dicho, así que voy a ir muy rápidamente. La situación de este mercado, que es de 11,7 millones de habitantes, actualmente es buena, les afectó la pandemia, obviamente, pero ya se observa que el país está remontando y tiene sus cifras macroeconómicas bastante controladas, aunque obviamente hay cosas que mejorar, como el nivel de la deuda pública o el déficit exterior. Consideramos que está en una tendencia ahora que en el medio plazo podría ir favorablemente. Hay de hecho un buen entendimiento ahora con el Fondo Monetario Internacional, como ya se ha dicho, con un programa en marcha, ¿no? Y también se ha comentado que el compromiso del gobierno es reformista y en ese sentido vemos que se van a hacer mejoras en el entorno de los negocios. Va a haber importantes proyectos públicos en el corto plazo, si bien pues, todo depende de la situación del déficit público. Las relaciones entre España y Túnez ya ha comentado brevemente. Perdón, ya se ha comentado brevemente, pero voy a entrar un poquito más en detalle. En 2021 conseguimos exportar 782 millones de euros, lo cual es muy relevante. Es nuestro quinto destino en exportaciones en África, pero el tercero per cápita. Y además, como se puede observar, hay un crecimiento muy fuerte respecto a 2020. Si lo comparamos con 2005, es decir, hace 16 años, pues vemos que nuestras exportaciones a este país casi se han doblado. Es decir, una tendencia muy favorable. ¿Qué exportamos? Pues están bastante diversificadas, pero lo que más estamos exportando son vehículos automóviles y tractores, como se puede ver en el gráfico, combustibles, máquinas y aparatos mecánicos y también eléctricos, y luego materias plásticas y sus manufacturas. Pero, como digo, está bastante diversificado. También es importante que las empresas exportadoras regulares no paran de crecer y eso es lo que nos marca la tendencia a una presencia cada vez más importante y a largo plazo de nuestras exportaciones en el país. Si vemos el otro lado de la balanza, ¿qué compramos de Túnez? Pues en 2021 compramos 589 millones de euros. Es nuestro sexto proveedor de toda África y es verdad que hubo una caída el año pasado respecto a 2020, pero en general también la tendencia es al alza si comparamos con los datos de 2005. Tenemos una menor diversificación de lo que compramos de Túnez. Hay que señalar muy relevante el capítulo del aceite de oliva. Si lo vemos en grasas y aceites animales o vegetales se concentra casi un tercio de lo que importamos de Túnez, pero también compramos combustibles y aceites minerales, prendas de vestir y de punto, aparatos y material eléctrico o pescado, crustáceos y moluscos. Si comentamos la inversión, ya se ha dicho un poco brevemente, pero vamos a dar algún dato más, ¿no? El stock de lo que España ha invertido en Túnez, es decir, lo que está acumulado hasta ahora, son 153 millones de euros en este momento y es el número 74 de los países receptores de nuestra inversión. También Túnez invierte en España un monto menor, 55 millones de euros acumulados, siendo ocupando el puesto 66 de los países que emiten inversión a España. Se ha dicho que hay unas 60 empresas españolas instaladas en el país, pero podemos dar algún dato de cuáles son las fundamentales. En el sector agroalimentario, el Grupo Sanlúcar, el Grupo Borges; en bienes de consumo, Vives Vidal; en tecnología industrial, el Grupo de Alfimetal de España, Friase; en energía, Siemens Gamesa; en industria química, IMCD, o Iberchem; en obra civil, construcción e ingeniería, Acciona, Tipsa; en materiales de construcción,
construcción, Cementos Molins, Portland Valderrivas, y en transporte, logística y telecomunicaciones, SATEC, Indra, en servicios financieros, Banco Santander o Mafre, y en sector turístico muy importante, como ya se ha dicho, Vinci Hoteles, Iberostar Hotels and Resorts. Estos son solo algunos ejemplos, pero hemos querido dar algunos nombres para que se vean las oportunidades también de asociación y lo que apuestan algunas empresas españolas por el país. Hay que mencionar algunos obstáculos que nuestras empresas encuentran en este país para incentivar que las autoridades tunecinas también continúen mejorando estas cuestiones para que así cada vez haya más interés español en el país. En ese sentido, en aduanas, algunas empresas se quejan de la lentitud, la falta de transparencia en los trámites y que se hacen unas inspecciones muy minuciosas. En las compras públicas hay que tener en cuenta que son complejas y no del todo transparentes y algunos retrasos en pagos, pero son solo retrasos. No contamos con impagos desde el mercado tunecino y esto es importante destacarlo porque implica una cierta seguridad si la comparamos con otros países, ¿no? El transporte marítimo, a veces nos quejamos de que el puerto de Rades puede estar algo saturado. En cuanto a la inversión, hay ciertas limitaciones en sectores para los que se necesita una autorización, pero superada esta barrera se puede entrar. Y ciertas dificultades para la repatriación de beneficios, pero siempre con una autorización y con los trámites respecto al Banco Central se puede superar. Y también hay algunos límites en cuanto a la contratación de personal extranjero. Pero como decimos, son barreras que no son para nada infranqueables. Una vez que se conoce el mercado, se conoce este tipo de trámites, se pueden superar. En ese sentido, además, nosotros siempre llamamos a que se colabore tanto con mi subdirección en el Ministerio como con la Oficina Económica y Comercial y, por supuesto, la Embajada para tener un aliado en la superación de estos trámites y la entrada en este mercado para aprovechar sus oportunidades. Los principales acuerdos a nivel institucional ya se ha comentado, hay convenio para evitar la doble imposición, hay un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación desde el año 95 y el acuerdo que yo voy a desarrollar un poquitín para dar crédito a las pymes que firmamos, como ha dicho ya el embajador, en 2019. Esta es una línea de crédito para las pymes tunecinas que puede financiar el 100% del proyecto con un mínimo del 70% de producto español, con un periodo de reembolso de 15 años, un periodo de gracia de 5 años, con un tipo de interés que es muy favorable, 2,75% en euros, 6,75% en dirhams y que es tratado muy ágilmente para favorecer este tipo de operaciones. Tiene que hacerse con empresas, pymes, según la definición de la Unión Europea. Ya llevamos 16 operaciones imputadas por 6 millones de euros y nos quedan todavía 18,8 por utilizar. ¿Qué oportunidades vemos en este sector para las empresas españolas? En este país, en distintos sectores para las empresas españolas. Pues vemos que hay bastante potencial para seguir aumentando nuestras exportaciones de productos cárnicos, equipamiento industrial, material eléctrico, productos químicos, tecnologías de la información, material de transporte. Y en proyectos públicos que están programados a corto y medio plazo, creemos que las empresas españolas tienen gran competitividad en sectores como el agua, transporte ferroviario, autovías, hospitales, tratamiento de residuos, protección de incendios, prevención de inundaciones y la minería. Por tanto, queremos digamos, animar a las empresas españolas, levantar su interés para que pidan información, para que intenten participar en este tipo de oportunidades, que se complementan también en términos de inversión con la entrada en el mercado tunecino en agroindustria y bioagricultura, materiales de la construcción, tratamiento y desalación de aguas, energías renovables, logística y turismo. Por tanto,
les llamamos a que aprovechen las misiones comerciales y los encuentros empresariales que se organizan en este país y que también hagan uso de los servicios personalizados del ICEX, que por ejemplo pueden ser agendas de reuniones con potenciales socios en Túnez, búsqueda de mercados, análisis de potenciales nichos. Todo esto en la Oficina Económica y Comercial les pueden informar de cómo se solicita. Y para finalizar, nuestros datos de contacto, estamos en el Paseo de la Castellana 160 y 162, nuestra subdirección, y este es el buzón general de mi subdirección en el que nos pueden plantear consultas y también llamarnos por teléfono. Muchísimas gracias y espero de verdad que haya mucho interés por las empresas españolas por este mercado. Hasta pronto. Muchas gracias, señora. Por información, el gobierno está trabajando ahora con un modo de task force con la colaboración del sector privado y cámaras externas sobre la eliminación de obstáculos a la inversión. Esperamos que antes del fin de junio haya muchas decisiones para facilitar la inversión extranjera en Túnez y la inversión en general. Je vais changer en français. Un des moteurs de développement de l'économie tunisienne, c'est le partenariat public-privé. Nous avons avec nous M. Atf Majdoub, directeur général de l'instance partenariat public-privé, qui va nous parler du mode opératoire des opportunités. C'est Atf, à vous la parole. Bonjour, c'est Adel. Juste le temps de partager la présentation. Bonjour tout le monde, bonjour c'est Adel. Je remercie la Chambre tuniso-espagnole donc, de commerce et de l'industrie pour cette invitation et pour cette opportunité. Comme vous l'avez bien précisé, donc, on va essayer durant cette présentation de parler du cadre des partenariats publics-privés en Tunisie et les évolutions qu'a subi ce cadre pour devenir le plus attractif possible, ainsi que des opportunités de projets qui sont en phase de préparation. Pour ce qui est du cadre juridique donc, des partenariats publics-privés, notre cadre il a évolué depuis 2008 jusqu'à récemment, donc jusqu'à 2022. Et la Tunisie est dotée de plusieurs textes sectoriels avant l'adoption de la loi de 2008 qui est venue pour harmoniser et encadrer donc, le régime des concessions. Par la suite, ce régime a été complété en 2015 par la loi sur les contrats de partenariat public-privé et en 2019, via la loi transversale, qui est relative à l'amélioration du climat des affaires, on a amendé plusieurs dispositions de la loi de 2008 et de 2015 en vue de la rendre plus attractive et plus applicable. Et en 2020, en plein pandémie Covid-19, on a procédé à une refonte totale donc, du régime d'octroi des concessions en adoptant le décret numéro 316 du 20 mai 2020. Aussi, tenant compte du Covid, on a validé aussi un décret-loi pour la prolongation des contrats de concession pour tenir compte donc, des effets de la pandémie. Et tout récemment, la loi de finances pour 2022, on a adopté un fonds et on a créé un fonds pour la préparation et pour l'appui des projets de partenariat public-privé. En Tunisie, le régime de partenariat public-privé, il est double. Il y a le partenariat institutionnel et le partenariat contractuel. Le partenariat contractuel se matérialise par deux régimes aussi, les régimes des contrats de partenariat public-privé et le régime des contrats de concession. Je vais expliciter encore davantage. Pour le régime des contrats de concession, c'est d'une manière simpliste, ce régime s'apparente beaucoup plus pour
les projets de l'infrastructure économique, c'est-à-dire les projets qui ont une attractivité pour le secteur privé et qui réalisent un TRI intéressant qui permet aux opérateurs privés de se faire rémunérer sur les redevances perçues sur les usagers. Là, je cite le port, les aéroports comme exemple donc, de modèle de partenariat. En Tunisie, il est adopté donc, comme modèle de concession. Le deuxième régime du partenariat contractuel, c'est le contrat de partenariat public-privé adopté par la loi de 2015. C'est aussi un contrat donc, qui comporte une mission globale pour réaliser des projets d'infrastructure entre deux parties, donc publiques et privées, et moyennant un paiement qui est fait par la partie publique à la partie privée tout au long de la durée de vie d'un projet. Ce modèle s'apparente beaucoup plus pour les projets de l'infrastructure sociale où la partie publique verse un loyer, ce qu'on appelle un loyer, à la partie privée. Donc, c'est surtout les projets dont le taux de rentabilité interne ne permet pas à la partie privée de se faire rémunérer. C'est pour cette raison qu'il est payé directement par la partie publique. Le troisième modèle, c'est le partenariat institutionnel. Heureusement, ça n'a pas de cadre juridique en Tunisie, ce cadre, et c'est en d'autres termes une manière de procéder à la valorisation donc, du foncier et aux projets de développement urbain et aussi aux projets immobiliers. C'est une sorte de société d'économie mixte ou de joint venture entre une partie publique et une partie privée. Généralement, la partie publique, elle participe par la valorisation donc, du terrain et la partie privée amène les financements pour réaliser le projet. Donc, là, c'est le cadre un peu juridique des partenariats publics-privés existants actuellement en Tunisie avec ce partenariat institutionnel et le partenariat contractuel avec ces deux ramifications. Le cadre institutionnel des PPP, il est matérialisé essentiellement par le Conseil stratégique des PPP qui est un peu les think tanks du gouvernement. Sa composition, elle est mixte entre le privé et le public. C'est un organe donc, qui a la primature et qui arrête un peu la politique et la stratégie générale en matière de partenariat public-privé. Le deuxième constituant du cadre institutionnel, c'est l'instance générale des partenariats publics-privés qui est le bras exécutif du gouvernement, qui est l'interlocuteur gouvernemental unique en matière de partenariat public-privé. Il apporte l'appui, l'assistance, le conseil aux autorités publiques dans la préparation et dans les phases de transaction et de négociation des projets de partenariat public-privé. Et ce cadre institutionnel, il est complété par une direction générale au niveau du ministère des Finances qui se charge des PPP et plus précisément sur l'aspect soutenabilité budgétaire et financière des projets de partenariat public-privé. Et le dernier, disons, le dernier élément qui constitue le cadre institutionnel, c'est le comité national d'approbation qui est au ministère de l'économie et des plans. C'est un peu le PIM, le Public Investment Management. Ça, c'est un peu l'encadrement de l'investissement public sous forme de financement public ou sous forme de financement par le partenariat public-privé. Le slide suivant, je vais vous décrire un peu les réformes majeures qui ont été introduites tout au long des 3 dernières années, 19, 20, 21, et qui avaient pour objectif d'introduire une dose de simplification, d'incitation et de clarification donc, du cadre juridique. Il y avait plusieurs modifications qui ont été introduites, donc je vais les passer rapidement en revue. La première, c'est la mesure qui concerne la promotion de l'initiative privée à travers l'adoption donc, de dispositions incitatrices aux initiateurs des offres spontanées. On a un peu
donner la main un peu au secteur privé pour venir proposer réalisation de projets en partenariat public-privé ou en concession. Et ceux qui proposent ces offres-là, on peut aller à la contractualisation directe de gré à gré avec les porteurs de projets. À défaut, il y a une bonification au niveau donc, de l'octroi du contrat qui peut aller jusqu'à 20% lors du processus de mise en compétition. Une autre mesure qui a été introduite, c'est l'encouragement de la PME tunisienne dans la réalisation des projets. Et là, on peut, main dans la main, donc, réaliser ces projets-là, qui sont des projets d'envergure. Et ces projets-là, l'objectif aussi, c'est escompté, c'est de réaliser un transfert de compétences et un transfert technologique important. C'est incité aussi au niveau de la nouvelle législation. Un autre élément, c'est une harmonisation qui a été faite pour les projets réalisés sous le cadre de la loi sur l'investissement de 2016 et sous le régime de concession, en adoptant la même définition d'un projet d'intérêt national pour pouvoir bénéficier des mêmes avantages, que ce soit fiscaux ou financiers. Donc, on a harmonisé au niveau des projets d'intérêt national en adoptant la même définition que celle adopté par la loi sur l'investissement. Donc, un investissement privé ou un investissement dans le cadre de partenariat public-privé, il est soumis aux mêmes définitions et aux mêmes incitations. L'instance aussi a mis en place ce fonds d'appui et de préparation. Le retard mis un peu par les autorités publiques pour préparer et pour lancer les projets, c'est qu'il y a une défaillance au niveau des autorités publiques dans la préparation de ces projets-là. Ces projets importants, complexes, méritent d'être préparés avant de les mettre et de les lancer sur les marchés. Et là, ce fonds va certainement amorcer, si j'ose dire, donc, la préparation et le lancement des projets sur le marché. Une autre mesure qui a été introduite aussi en 2019, elle est un peu avant-gardiste, si j'ose dire, je la résume tout simplement, c'est en relation avec les autorisations et avec toute la bureaucratie, avec tout le cafouillage là au niveau du secteur public, c'est que la partie, l'opérateur privé qui gagne un contrat de partenariat, un contrat de concession, il est réputé autorisé. Donc, le contrat vaut autorisation pour éviter par la suite des labyrinthes, pour éviter des va-et-vient au niveau des contrats. Donc, le contrat, il remplace un peu l'autorisation, sauf stipulation contraire, et il faut que la partie publique stipule expressément les autorisations nécessitées pour la réalisation de son projet. À défaut, et c'est par la loi, le contrat vaut autorisation et la partie publique est dans la mesure, elle est obligée d'octroyer donc l'autorisation si elle n'a pas été stipulée expressément qu'elle est nécessitée d'avance. La sixième mesure, c'était un peu pour rendre la loi sur les contrats de partenariat public-privé plus bancable, plus attractif, et on a introduit la notion d'exploitation et de gestion des services publics qui n'était pas au niveau de la loi de 2015, qui ne figurait pas au niveau de la loi de 2015. La septième mesure qu'on a introduite, c'est l'adoption de mesures spécifiques pour les concessions relatives aux petits projets. Donc, on a introduit aussi une dimension pour attirer les jeunes promoteurs et les petites et moyennes entreprises pour réaliser certains projets en leur conférant une certaine spécificité au niveau de la procédure. La huitième mesure, c'était un peu pour consacrer la transparence, c'est de procéder par des recours en phase d'appel d'offres, des recours auprès de l'instance qui garante un peu le respect des principes sacro-saints, à savoir la mise en compétition, l'égalité de traitement et l'égalité des chances des candidats. La neuvième mesure, c'était la possibilité un peu de prolonger la durée des concessions pour plus d'une fois, et ça a été
induits suite à la pandémie Covid-19. Le texte ne prévoyait qu'une seule fois la possibilité donc, de prolonger. On a ouvert donc, la possibilité de prolongation à plus d'une fois. Et la dernière mesure, c'est l'élargissement du champ d'application des contrats de concession aux collectivités territoriales. Et là où il y a un besoin énorme, donc pour le partenariat public-privé, ça n'a pas été couvert par la loi de 2008. Ces amendements et ces mesures ont été un peu, selon cette figure-là, il atteste un peu que le cadre juridique tunisien, comparaison faite de plusieurs pays, il y a ce benchmarking de l'infrastructure de développement de 2020 fait par la Banque mondiale qui comportait plus de 80 pays. Le cadre tunisien se positionne bien par rapport donc, aux autres cadres des pays un peu analogues et similaires. Et là, vous voyez que les ingrédients sont là et tout il est là maintenant face un peu au projet et face aux investissements. Et je passe à la deuxième partie donc, pour vous éclairer un peu sur les opportunités de projets existants donc, qui sont en phase de préparation. Il y a tout d'abord le projet de Jradou, donc c'est une décharge et c'est un centre donc, de traitement des déchets industriels dangereux. Donc, c'est un centre qui a été fermé pendant plus d'une dizaine d'années et maintenant, sa réouverture nécessite donc un nouveau investissement et ça sera dans le cadre d'une concession pour la réhabilitation et l'exploitation de ce nouveau centre. Il y a la station d'épuration pour le compte de l'Office national d'assainissement, elle est en phase de préparation. Toujours dans le secteur de l'environnement et de l'eau, il y a une station au profit de l'opérateur public La Sonnette, une station de dessalement de l'eau de mer pour une capacité de 100 000 mètres cubes jour, qui est aussi en phase de préparation. Dans le domaine du transport, il y a le fameux port de Ono Profonde, sa deuxième phase. Fin de ce mois, on recevra les offres pour la construction et on se lancera directement pour la phase 2 de l'exploitation qui sera dans le cadre d'une concession et ça sera la banque d'affaires, elle est déjà donc choisie et on se lancera pour le choix de nouveaux opérateurs donc qui va exploiter et maintenir donc ce grand port. Dans le secteur de transport, il y a aussi le projet de métro de Sfax. C'est aussi un grand projet structurant au niveau donc, de la région de Sfax. C'est un transport urbain via un métro léger. Aussi, l'appel d'offres sera lancé incessamment puisque les études ont été faites. La logistique constitue un élément important dans les transactions et dans la dynamique économique d'une manière générale. Il y a deux zones, donc la zone de Boucham à Guebes et la zone de Gargour qui sont aussi en phase d'appel d'offres qui seront lancés, qui ont été déjà lancés et qui sont en phase un peu de concrétisation. Dans le domaine du développement urbain, il y a des projets un peu de téléphérique et je sais que les Espagnols connaissent un peu ce mode de transport qui existe déjà et je pense qu'on peut profiter et on peut faire des partenariats pour implémenter des téléphériques, que ce soit dans la région de Zagouan ou dans la région du nord-ouest à Indra. Dans le domaine touristique, il y a un projet de réhabilitation et d'extension du port de Sidi Bou Saïd comme un port de plaisance et comme un port pour attirer plus donc, de tourisme. Et toujours dans le développement urbain, il y a le projet aussi de
la valorisation et le développement de Sabkhet Sijoumi pour un projet d'urbanisation du Grand Tunis. Dans le domaine de l'énergie, il y a un projet donc, qui est en phase de préparation par la compagnie de phosphate Gassa pour le transport hydraulique du phosphate qui est adossé à une station de dessalement de l'eau de mer. Donc, il y a un pipe qui va amener l'eau de Skhira au bassin minier et un autre pipe qui va ramener par transport hydraulique donc, le phosphate de Skhira du bassin minier vers le port de Skhira. L'énergie renouvelable, récemment, donc, on a validé le premier tour donc, concernant les 500 MW et courant cette année, on va se lancer sur 1500 MW photovoltaïques vu que l'expérience a donné le tarif le plus bas presque en Afrique du kilowattheure 2,4 cents et on va dupliquer et on va capitaliser sur ce qui a été fait. On va tripler donc le programme de 500, on va lancer 1500 MW. Aussi, dans le secteur de l'énergie, il y a une centrale combinée donc à Skhira qui, dont les études ont été faites et qui sera aussi lancée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Siatf. J'ai retenu l'avancée du gouvernement pour les marchés du PPP en gré à gré. Donc, je suis certain de votre disponibilité pour assister et appuyer nos partenaires espagnols qui sont intéressés d'investir en Tunisie. Il y a certainement d'autres opportunités. Donc, je vais inviter M. Brahim Dini de la FIPA Madrid qui va nous parler de l'attractivité de la Tunisie dans ce domaine. Muchas gracias, señor Adel. Hoy tenemos una oportunidad para hablar de las oportunidades en Túnez y para ofrecer más tiempo a nuestros honorables invitados. No he preparado una presentación porque tenemos expertos con nosotros y he preparado una pequeña palabra. Entonces, señoras y señores, les doy mi más cordial bienvenida a esta jornada de Túnez como mercado preferente para la empresa española. Es un honor para mí presentarles Túnez como un lugar competitivo para la inversión y el desarrollo de su negocio en un entorno de calidad, ya que gracias a un clima de negocio favorable que ofrece, entre otras ventajas, la facilidad de crear su empresa en una ventana única, la total libertad de participación extranjera en el capital de las empresas en el sector industrial, y libertad de acceso al terreno en las zonas industriales para crear el proyecto. Y hay garantías también para el inversor con las normas internacionales de trato justo y equitativo de protección de la propiedad industrial e intelectual. Y también hay una libertad total de transferir fondos, beneficios y activos al extranjero. Hay una mejora, como ha dicho el señor Atf Majdoub, hay una mejora del clima de negocio, entonces liberando sectores económicos y borrando los obstáculos a los que se enfrentan, y simplificado los procedimientos para la creación y la financiación de las empresas y acelerando el ritmo de realizaciones de proyectos. Y hay una mejora de clima de negocio para eliminar el máximo de autorizaciones. Y hay diversos incentivos fiscales y puedo mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, un proyecto industrial puede beneficiar hasta 30% del coste total del proyecto. Hoy hablamos del sector de industria agroalimentaria. Es un sector muy importante
Señora Ana ha hablado de la empresa Sanlúcar, la empresa Borges, la empresa Keiko, que trabaja en el sector de leche o de producción geotérmica, y tienen un éxito excepcional en Túnez, porque tenemos condiciones muy especiales. Tenemos una calidad organolíptica única en el mundo. Entonces, para el sector industrial es una oportunidad muy importante, especialmente en el sector de industria agroalimentaria. Además, podemos afirmar que su ubicación geográfica de Túnez y sus acuerdos laterales, su firma de asociación de libre comercio con la Unión Europea. ¿Qué significa implementar su actividad industrial en Túnez? ¿Qué significa producir en Túnez? Venderles las oportunidades de acceder al mercado africano, que es un mercado de los 1.100 millones de consumidores. Y para la industria agroalimentaria o la industria farmacéutica o parafarmacéutica no hay ninguna influencia negativa de la pandemia o cualquier otra cosa. Siempre hay una demanda importante para los productos agroalimentarios. Todo el mundo necesita más producción, necesita más valor añadido. Es porque trabajamos siempre en FIPA en los sectores con valor añadido, los sectores que pueden ofrecer más valor añadido, más empleos. Entonces, así mismo, Túnez ocupa la primera posición en el norte de África en términos de talentos, según Global Talent Competitiveness Index, y ocupa el puesto o el tercer puesto mundial en cuanto en el índice de diplomas en ciencia y ingeniería, como ha dicho el señor embajador. Decirles también que Túnez es el líder en el norte de África en términos de ecosistema empresarial y el gran desarrollo de la tecnología de comunicación, de información y de comunicación, porque es un sector, para nosotros, un sector transversal. La industria agroalimentaria puede utilizar la tecnología de información y de comunicación como la industria de automóviles, como cualquier tipo de industria. Es un sector industrial. Y nuestra directora general de APIA va a hablar de la tecnología o la agricultura también de precisión. Es una agricultura muy moderna. Entonces, es porque tenemos que valorar el sector de industria de tecnología en la agricultura. Túnez, como sabemos, es el primer exportador mundial de dátiles. Es el tercer exportador mundial de aceite de oliva este año. Y como hemos hablado con responsables de APIA en nuestra directora general, ahora hablamos de aceite de oliva AOC, de origen controlado, no solamente virgen extra, pero origen controlado. Y Túnez es el segundo exportador mundial de productos orgánicos en África. Y Túnez es el primer país en el mundo que tiene superficie dedicada para producir aceite de oliva orgánica en el mundo. Entonces, estamos aquí en Madrid, en nuestra embajada en Madrid, a su disposición, y espero que estas informaciones hayan despertado su interés. Estaremos encantados de darles más información detallada en nuestras oficinas en FIPA Madrid, donde estaremos a su disposición para acompañar y hacer, por ejemplo, consejos para hacer el proyecto en Túnez. Y estamos aquí para preparar su proyecto de visita en Túnez y podemos ayudar a ustedes desde la idea del proyecto y durante todo el ciclo de su vida, de su proyecto en Túnez. Y muchas gracias.
Merci beaucoup, c'est Ibrahim. Sans transition, je donne la parole à Madame Inji Doghi Hanini, directrice générale de la FIPA, qui va nous parler de l'attractivité de la Tunisie dans le domaine agricole et agribusiness. Madame, à vous la parole. Votre micro, s'il vous plaît, madame. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? J'ai partagé la présentation avec vous. En premier lieu, je voudrais saluer Madame, Son Excellence l'ambassadrice de Tunis à Madrid, Madame Fatma, Son Excellence l'ambassadeur d'Espagne à Tunis, Monsieur le directeur général de la FIPA, chers participants, voilà. Donc, juste pour, on va voir un aperçu sur l'environnement de l'investissement et les opportunités de partenariat en Tunisie. Est-ce que vous me donnez la main pour que je puisse… voilà. On va voir dans quelques données générales sur l'agriculture, quelles sont les conditions et les incitations à l'investissement étranger. Juste un aperçu sur l'investissement étranger, quels sont les avantages fiscaux, les avantages financiers, et puis les créneaux d'investissement porteurs. Avant tout, je voudrais bien présenter l'Agence de promotion des investissements agricoles, l'APIA. Voilà, l'APIA, donc c'est un organisme public dont la mission est la promotion et la modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche, et aussi la première transformation et les services liés à ces secteurs. Donc, l'APIA, c'est l'octroi des encouragements à l'investissement, l'identification des opportunités d'investissement et les idées de projet, l'accompagnement des promoteurs qui est une nouvelle tâche pour l'APIA, on accompagne les promoteurs, la mise en relation entre les différents opérateurs tunisiens et étrangers, donc tout ce qui est link, joint venture, les organisations de manifestations économiques, telles qu'on on est en train de préparer un événement très important en octobre qui est le SIAT, qui sera organisé la première semaine d'octobre 2022, et évidemment la formation et le soutien des jeunes promoteurs. Mais avant, je voudrais bien partager avec vous la vision de l'APIA. En effet, on se positionne en tant que catalyseur de l'innovation dans tout l'écosystème et aussi on vise à la promotion d'un investissement privé agricole, bien sûr, attractif, innovant et surtout durable, d'autant plus qu'on est en train de préparer notre accréditation auprès du Fonds vert et de cette façon, on encouragera tout ce qui est investissement durable. Comme vous savez, nos défis de la Tunisie, c'est la modernisation, la compétitivité dans un contexte d'ouverture des frontières, de mondialisation, de démocratisation et de transparence. Donc, pour les principaux indicateurs de l'agriculture en Tunisie, la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut est en moyenne de 9% et elle pourra atteindre jusqu'à 12%. La part dans la population employée, c'est à peu près 16% et la part dans les exportations des biens, c'est 9%. L'investissement agricole représente une moyenne de 8% des investissements dans l'ensemble de l'économie et si on ajoute l'investissement agroalimentaire, c'est à peu près de l'ordre de 12%. Les principales richesses agricoles sont les céréalicultures, bien qu'on importe, les cultures maraîchères, l'oléiculture, l'agrumiculture et la pêche. Nos principaux produits exportés sont déjà nos deux produits phares, l'huile d'olive et les dattes. Il y a aussi les agrumes, les légumes, surtout en jus et tournis, les poissons et le fruit de mer. Il y a aussi, on importe beaucoup de produits, les céréales, le sucre et l'huile végétale. Et juste pour vous donner une idée, la superficie des terres à vocation agricole est à peu près de 10 millions d'hectares, dont 5 millions labourables et on a 5 millions d'hectares forêts et parcours. Juste, je voulais partager avec vous le potentiel aussi en forêt, donc le potentiel existant en Tunisie en écotourisme. Pour la climatologie, on a donc les strates
climatiques, les étages bioclimatiques, le semi-aride inférieur à humide dans le nord, donc la pluviométrie dépasse 400 mm. Au niveau de l'aride inférieur, donc on a une pluviométrie qui est entre 200 et 400, et pour tout ce qui est sud, la pluviométrie est inférieure à 200 mm. Pour les ressources hydrauliques, jusqu'à maintenant, le taux de mobilisation est à peu près de 91%, c'est-à-dire que les ressources mobilisables sont à peu près de 4,1 milliards de mètres cubes et les ressources mobilisées sont à peu près de 2 milliards entre, bien sûr, haute surface et eau souterraine, ce qui nous donne donc un taux de mobilisation de plus de 91%. On a aussi des ressources halieutiques, à peu près 1350 km de côte, une infrastructure avec 41 ports de pêche et plus de 12 000 unités de pêche. Et là, cette partie concerne tout ce qui est conditions et incitations à l'investissement étranger. Déjà, on sait que beaucoup de facteurs encouragent et incitent à l'investissement étranger. Déjà, notre politique se caractérise par un dynamisme et plusieurs mesures et réformes ont été engagées, notamment la libéralisation du commerce intérieur et extérieur, la libéralisation des prix, création d'opportunités au niveau de l'export, la signature de plusieurs accords et conventions, et je ne vais pas tarder sur ça. Et aussi, il est important donc de voir le cadre que nos orientations stratégiques au niveau de l'agriculture concernent le cadre sur une sécurité alimentaire durable et une intégration de l'agriculture dans le processus de modernisation, sans oublier évidemment un développement durable territorial. Et ce, par on a plusieurs axes stratégiques qui concernent la conservation des ressources naturelles, la mobilisation des ressources hydrauliques, promotion des ressources humaines, développement de la recherche scientifique, amélioration et surtout de la qualité. Et pour atteindre ces différents objectifs, plusieurs activités et actions ont été engagées, à savoir un plan d'assainissement foncier, le lancement du programme de mise à niveau des exploitations agricoles, lancement des programmes d'amélioration de la qualité, la mise en place d'une stratégie pour tout ce qui est développement de culture biologique et d'autres mesures qui s'attachent au développement durable. Et aussi plusieurs incitations dans le cadre de la nouvelle loi d'investissement avec des avantages fiscaux et financiers. Pour voir juste un résumé sur cette nouvelle loi sur l'investissement, qui est la loi numéro 2016-71 du 30 septembre 2016, cette nouvelle loi qui représente le cadre juridique de l'investissement a pour objectif la promotion de l'investissement et l'encouragement de la création d'entreprises et de leur développement conformément aux priorités de l'économie nationale à travers 4 grandes composantes: l'augmentation de la valeur ajoutée, de la compétitivité et de la capacité d'exportation et de son contenu technologique au niveau régional et international, la création d'emplois et la promotion de la compétence des ressources humaines, la réalisation d'un développement régional intégré et un développement durable régional. Donc, aussi, il est important de signaler que pour les investisseurs étrangers, il y a des conditions d'exploitation des terres agricoles dans les projets de partenariat. Déjà, les investisseurs étrangers peuvent détenir jusqu'à 66% du capital social des sociétés œuvrant dans l'agriculture et exploiter les terres agricoles par le biais de location sans que la terre fasse l'apport dans le capital. Pour la location des terres agricoles, elle se fait soit par la location des terres domaniales, et cette location, donc, elle a plusieurs conditions, elle se fait par le biais de concours, et la période de location est entre 10 à 25 ans. La forme juridique, généralement, c'est des sociétés anonymes, et soit la location des terres privées dont la durée est de 9 ans, et l'exploitation dans le cadre d'une société qui a 66% du capital
dans la participation étrangère. Les avantages fiscaux qui sont très importants au niveau de ce code, en effet, l'investisseur étranger bénéficie de la liberté de repatriement des bénéfices. L'investisseur étranger bénéficie des mêmes avantages accordés qu'aux promoteurs tunisiens, la possibilité d'écouler 50% de la production sur le marché local pour les sociétés totalement exportatrices et la possibilité de recruter librement sur simple demande 4 agents de direction et d'encadrement. Et comme vous le savez, l'agriculture n'est pas soumise à la TVA. La suspension de la TVA sur les équipements qui sont fabriqués localement et exonération des droits et taxes dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement. Ça, c'est les principaux avantages fiscaux. Pour les avantages financiers, je vais passer très vite pour voir ces avantages. En effet, c'est réglé par le décret gouvernemental du 2017, qui est le décret 389, qui classifie donc les investissements entre 2 catégories, catégorie A et catégorie B, avec les 3 activités, l'activité agriculture, l'activité pêche et l'activité aquaculture. Et la catégorie est définie selon le montant de l'investissement du projet. Les principaux primes dans le cadre de cette loi, c'est la prime de l'augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité qui est de 15% pour la catégorie B et 30% pour la catégorie A et peut atteindre jusqu'à 70% pour quelques composantes telles que la formation des employés et aussi 50% pour tout ce qui est composante qui est en relation avec la maîtrise des nouvelles technologies et l'amélioration de la productivité. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, pour notre salon SIAT, on va consacrer tout instant pour tout ce qui est agribusiness, pour tout ce qui est start-up, et pour tout ce qui est start-up. Il y a la prime de développement régional. Vous voyez tout ce qui est en vert, c'est la zone où la prime est de 30%, alors que tout ce qui est en bleu, c'est le littoral et la prime est de 15%. C'est pour encourager les zones intérieures de la Tunisie. Et la 3e prime concerne la prime de la capacité d'employabilité, qui est de 50%, et la prime de développement durable, qui est aussi de 50%. Pour résumer, on va voir donc les créneaux d'investissement porteurs en Tunisie. Il y a tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales. D'ailleurs, on a tout ce qui est huile, la figue de Barbarie. Il y a beaucoup de startups et qui exportent cette huile. Il y a les cultures saucères, telles que le salocar, produits de la géothermie, surtout agabès, l'arboriculture fruitière et surtout la transformation de l'arboriculture, tout ce qui est intégration de l'élevage, l'aquaculture aussi, c'est un essor très important, la multiplication des semences, tout ce qui est culture biologique, et on est les premiers dans les superficies en mode biologique, le conditionnement et de l'huile d'olive et tout ce qui est valorisation des produits agricoles, la transformation donc et la valorisation des produits, et évidemment la création de projets agrotourisme qui est voilà, même dans le code, il encourage tout ce qui est agritourisme au niveau des exploitations agricoles. Donc, je voulais aussi, avant de terminer, que l'APIA, j'ajouterai que donc prochainement l'APIA assurera la participation tunisienne au salon Seafood qui aura lieu, Inch'Allah, le fin avril, et Fruit Attraction qui aura peut-être en octobre. Et pour terminer, je dirais, œuvrons ensemble pour promouvoir encore le partenariat tuniso-espagnol. Encore merci aux organisateurs de ce webinaire et merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, por votre presentación. Todos conocemos el saber hacer de España en agricultura y la tecnología para optimizar. Les invitamos a que se interesen más a Túnez. Dans ce domaine justement de technologie, j'invite M. Nordine Agrbi qui va nous parler du parc agroalimentaire technologique.
Signor Dina, vous la parole. Merci. Merci à vous tous. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes vifs remerciements à tous les présents et aux organisateurs de ces webinaires. Je remercie aussi Son Excellence, Madame l'ambassadrice du Tunis à Madrid, ainsi que Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne en Tunisie, et mes collègues de la FIPA, surtout si Abdelbast et Ibrahim pour cette invitation et intérêt au secteur de l'agroalimentaire en Tunisie. Donc, j'ai commencé la présentation. Je dois partager le... Voilà. Donc, je vais tout d'abord commencer par quelques importances, présenter l'importance stratégique du secteur de l'agribusiness en Tunisie. Il a une contribution importante de notre économie nationale, aussi dans la sécurité alimentaire. Il joue le rôle de la locomotive pour tous les cercles du système agroalimentaire, en particulier la production agricole à travers la valorisation, le maintien de la qualité des produits agricoles et la réduction du pourcentage des dégâts. Et aussi, il joue le rôle d'une locomotive pour le développement régional à travers la valorisation des produits agricoles régionaux. Donc, il contribue pratiquement par une valeur ajoutée de 3,2% dans l'économie nationale et 20% dans l'industrie manufacturière tunisienne. Aussi, dans l'emploi, il joue un rôle très important à travers la participation de 15% dans la totalité de l'emploi dans les industries manufacturières. Il représente 25% de l'investissement par d'investissement dans l'industrie et 9% des exportations à travers les exportations industrielles. Il offre près de 100 000 employés et on compte aussi pratiquement 1100 entreprises qui emploient plus de 10 employés, répartis sur toutes les chaînes de valeur agricoles, surtout l'industrie des huiles et du corps gras, l'industrie de fruits et légumes et toutes autres, l'industrie céréalière et les poissons. Ce sont pratiquement, ces camemberts représentent toutes les chaînes de valeur très importantes en Tunisie. On compte aussi presque 120 entreprises en partenariat qui emploient plus de 10 emplois. Donc, les principaux axes stratégiques, c'est donc l'objectif global, c'est réaliser la sécurité alimentaire à travers la promotion davantage du secteur des industries alimentaires et le renforcement de sa mutation qualitative amorcée. Donc, les principaux axes stratégiques, c'est l'amélioration de la valeur ajoutée, le développement de la transformation, le renforcement de la sécurité sanitaire et de l'habilitation de la qualité, et aussi la formation et les transferts de compétences. Donc, les principales orientations stratégiques, ce sont la montée en valeur ajoutée des produits à travers le développement de la transformation et l'organisation des chaînes de valeur, l'amélioration de la valeur ajoutée autour des principaux créneaux porteurs, et aussi la promotion de la valorisation des exportations et le développement des marchés limitrophes. Aussi, sur la qualité et l'innovation, c'est une orientation à travers la sécurité sanitaire des aliments, le renforcement du potentiel d'innovation et la poursuite de la réforme de l'harmonisation de la réglementation nationale par rapport à la réglementation européenne et internationale. Donc, le secteur porte une compétitivité prouvée, à savoir
des atouts tels que la disponibilité de matières agricoles, comme l'a mentionné ma chère collègue Angie, et on a des produits qui sont précoces, une qualité gustative reconnue, l'agriculture raisonnable et le rapport qualité-prix. Aussi, les cultures biologiques, les géothermales en plein essor et les coûts d'exploitation totaux compétitifs. Donc, en Tunisie, on est le premier exportateur mondial de dattes, deuxième exportateur d'huile d'olive après l'Union européenne, et 25% de nos exportations sur les pays limitrophes. Et aussi, on est des success stories pour certains produits. Les principaux créneaux porteurs, ce sont les conditionnements d'huile d'olive, fruits et légumes. On est un important fournisseur des gisements de valeur ajoutée et un savoir-faire reconnu. Les dérivés de tomates, nous sommes un grand producteur, un grand consommateur aussi. On a une géothermie répandue en Tunisie et qui prouve de produits précoces. Les produits bio, donc on est classé parmi les premiers mondiaux dans la production biologique et aussi des secteurs qui sont à forte valeur ajoutée, qui sont en développement. Ça, ce sont des indicateurs sur le secteur agroalimentaire en Tunisie. Concernant le pôle de compétitivité de Béziers, c'est une partenaire, ça entre dans le partenariat public-privé, à savoir, on est les principaux actionnaires, ce sont des banques privées, une seule banque publique. Aussi, on est relié à l'État par des conventions et des engagements de part et d'autre. Les principales composantes du pôle, ce sont des zones d'appui. On offre des zones industrielles de premier rang, des qualités supérieures. Aussi, on a un technopole agroalimentaire qui joue un rôle de moteur de l'agroalimentaire en Tunisie et participe principalement, ses missions, c'est l'animation du secteur à travers un réseau de partenaires, que ce soit nationaux ou internationaux. Donc, on a une grande synergie entre la recherche et la formation et aussi la production. Donc, on a un écosystème très riche à travers les systèmes, disons, de formation et de recherche. On est entouré de plusieurs centres de formation, la faculté des sciences, l'Institut supérieur de pêche et de l'aquaculture, et une école d'ingénieurs, Institut supérieur de commerce. Donc, c'est un écosystème précoce pour l'investissement en agroalimentaire. Aussi, on a une zone de production qu'on appelle une zone pratiquement de 46 hectares qui est réservée uniquement pour l'agroalimentaire et on a des entreprises qui se développent sur ce site. Donc, le corps de métier, c'est l'accompagnement des entreprises dans leur croissance à travers un appui technique et la génération d'un flux d'informations pertinentes, les développements de la recherche et développement collaboratif et l'entrepreneuriat innovant. Les principaux objectifs, c'est aider les entreprises à gagner en compétitivité par une démarche de progrès continu, anticiper les évolutions de son environnement, l'innovation et l'instauration d'une dynamique collective. C'est une plateforme mutualisée d'innovation sélectionnée. Donc, les 5 missions majeures du Technopole, c'est l'appui et l'assistance, la formation, l'information, recherche et développement et la mise en relation à travers notre réseau. Donc, on est dans un écosystème très favorable pour l'industrie agroalimentaire.
On a donc tout près du port du Bizerte et aussi des zones industrielles, tout près de la capitale Tunis. On est compté actuellement comme le banlieue de Tunis, c'est à peu près 40 minutes, et aussi des zones industrielles qui offrent une infrastructure très appropriée à l'investissement. Aussi, on travaille dans un environnement de l'agroalimentaire à travers la formation professionnelle, aussi des centres, des structures d'appui telles que le Centre technique de l'agroalimentaire qui offre la formation et l'assistance technique. Et il y a des laboratoires d'analyse qui sont accrédités. Aussi, un centre de packaging qui offre l'assistance technique dans les designs et la conception des emballages. Et aussi, il offre des analyses et des essais sur les différents matériaux de l'emballage. Les groupements interprofessionnels agricoles qui assurent l'articulation entre les différents maillons de la filière de chaque chaîne de valeur. On en compte 7 groupements interprofessionnels qui couvrent toutes les chaînes de valeur agricoles en Tunisie. Donc, le pôle, il joue le rôle d'une plateforme d'échange et de réflexion afin d'instaurer la dynamique collective dans le secteur agroalimentaire. On est très ouvert, que ce soit au national et à l'échelle internationale, sur 2 projets collaboratifs. On a travaillé dans le monde méditerranéen, dans plusieurs de projets collaboratifs qui concernaient les produits, les chaînes de valeur telles que le lait et dérivés, aussi sur les huîtres et les moules. Aussi, on a travaillé sur plusieurs autres projets pour l'amélioration de la qualité dans la formation et l'enseignement supérieur. On est actuellement sur un grand projet financé par l'Union européenne qui a pour objectif c'est le renforcement et la contribution du secteur privé au développement économique durable, le projet ERADA. On travaille, c'est un projet collaboratif pour le développement de la chaîne de valeur de l'artichaut de gouvernorat de Bizerte. Donc, Bizerte est connu pratiquement, on produit dans le gouvernorat presque 70% de la production nationale de l'artichaut. Et on est sur l'objectif global dans la restructuration de cette chaîne de valeur et aussi l'amélioration de la production et la valorisation de ce produit. On a travaillé beaucoup sur la clusterisation. Donc, on a 3 clusters, la filière bovine de Bizerte, la filière ovine de Béja, qui est dans le nord, et aussi la filière des huîtres de moule de Bizerte. Ces clusters qui regroupent tous les opérateurs de chaque chaîne de valeur, à savoir les éleveurs, les centres de collecte, les transformateurs, les financements aussi, et aussi, donc c'est une expérience dans l'animation du cluster agroalimentaire. Donc, plusieurs résultats positifs à travers la mutualisation des services et des équipements, et aussi on a, disons, encadré tous les opérateurs pour, dans les achats groupés, la diminution des charges et la politique de vente adaptée. Donc, merci de votre attention et je retire mes remerciements à l'intérêt au pôle et au secteur agribusiness en Tunisie. Merci à vous. Merci beaucoup, Nourdine, pour cette présentation qui est un parfait exemple de partenariat public-privé. Les recuerdo que l'antiguo nombre de Túnez es Africa. Et dans ce cadre, j'invite mon ami Anis Jaziri qui va nous parler de la triangulation Tunisie, Afrique, Europe et particulièrement l'Espagne. Et je t'invite également à parler du rôle de la Tunisie, son positionnement pour la reconstruction de la Libye à Nice. À toi la parole, cher ami.
Absolument. Merci, c'est Adel. Bonjour tout le monde. Bonjour, Excellence. Je suis honoré de participer à cet échange avec nos amis espagnols. Donc, je me présente, je présente aussi notre organisation, Ali Jaziri, donc le président de TABC, Tunisia Africa Business Council. Donc, c'est une organisation qui a pour mission de accompagner et soutenir les opérateurs économiques en Afrique, essentiellement en Afrique subsaharienne. Depuis sa création en 2015, TABC a accompagné des centaines, je peux dire, d'entreprises tunisiennes pour s'installer en Afrique subsaharienne. Nous avons organisé plus que 35 missions en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Nous concentrons notre travail, il faut être clair, sur la partie francophone, mais on travaille aussi sur beaucoup de pays anglophones. Nous avons accompagné, assisté plus qu'une cinquantaine d'entreprises tunisiennes à s'installer à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui est vraiment aujourd'hui une plateforme pour les entreprises tunisiennes en Afrique de l'Ouest. Maintenant, on travaille beaucoup aussi sur la destination Dakar, Sénégal. On a accompagné plus qu'une dizaine de sociétés tunisiennes à s'implanter à Dakar pour couvrir aussi un peu la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Nous travaillons beaucoup sur la partie Est avec Djibouti comme plateforme pour certaines entreprises tunisiennes pour accéder au marché surtout important de l'Éthiopie. Et on travaille aussi avec Kenya, qui est une petite plateforme pour la sous-région, Rwanda, Ouganda, Tanzanie, qui est aussi un marché très important étant donné, comme vous le savez, que la Tunisie est membre de la COMESA. Et COMESA, elle regroupe 21 pays de l'Afrique de l'Est et nous avons fait un démantèlement tarifaire global entre la Tunisie et cette région-là. Donc, c'est une région où on peut vraiment exporter les produits à partir de la Tunisie vers ces pays-là sans payer de droits de douane. Et ça, c'est un intérêt fondamental pour les entreprises espagnoles de s'implanter et de chercher la Tunisie comme plateforme pour y aller vers ce marché COMESA, en attendant bien sûr aussi la mise en place du grand marché du continent africain, c'est la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale. Et là aussi, la Tunisie elle a adhéré à cette zone continentale Free Zone et il y a un démantèlement tarifaire progressif sur 5 ans qui va nous mener au bout de 5 ans à un démantèlement total de presque 97% des produits à échanger avec le continent africain. Aussi, c'est un argument très important pour les entreprises espagnoles d'utiliser la Tunisie comme point d'attaque vers le continent africain. Par ailleurs, comme disait notre ami Adel, TABC travaille beaucoup sur le marché libyen. Comme vous le savez, c'est un marché très important pour la Tunisie, stratégique, un marché historique. Nous avons des grandes relations de commerce avec nos amis libyens. TABC, l'année dernière, elle a organisé un très grand forum à Sfax, capitale du sud tunisien, avec une présence remarquable libyenne. Mais aussi, nous avons organisé un grand salon à Tripoli, fin mai 2021, avec la présence de plus que 200 entreprises tunisiennes, 1200 entrepreneurs tunisiens. Ils ont fait le déplacement à Tripoli lors de ce salon et nous avons pu augmenter nos échanges avec la Libye et on peut dire que 2021, nous étions le premier en termes d'export vers ce marché libyen. Donc, on peut être vraiment aussi une plateforme pour nos amis espagnols pour y aller vers la Libye. Nous connaissons très bien le marché libyen. Nous avons des relations historiques très importantes. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons aussi introduit pas mal de produits. Donc, on peut vraiment travailler ensemble sur cette triangulation Espagne, Tunisie, Afrique. Par ailleurs, et comme disait notre ami Adel, on travaille avec l'Union européenne dans le cadre de ce programme nouveau qui vient d'être lancé en décembre 2021. C'est le programme Global Gateway et j'espère que l'Espagne sera très active dans ce programme-là. Et nous allons organiser, en marge d'un très grand événement que TABC organise annuellement, la 5e édition de FITA, Financing, Investment and Trade in Africa, le 25 et le 26 mai prochain. Donc, c'est un événement majeur africain où plusieurs ministres, des centaines de CEO africains participent, beaucoup d'organismes africains, des présidents de chambres de commerce, présidents de patronat
participe à cet événement. Et en marge de cet événement, on va parler de la triangulation Union européenne, Tunisie et Afrique, et comment faire réellement de la Tunisie une vraie plateforme vers l'Afrique. Donc, nous invitons nos amis espagnols à participer activement aussi à cette 5e édition de cette conférence internationale et africaine le 25 et le 26 mai, et de participer aussi à cette table ronde que nous organisons pour développer cette triangulation et montrer quels sont les avantages comparatifs et compétitifs de la Tunisie comme terre d'accueil et surtout d'investissement pour y aller vers l'Afrique et surtout bénéficier de ces accords de Comesa et de ZLECAf. Merci beaucoup pour votre attention et nous restons toujours à votre écoute si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit vis-à-vis de l'accompagnement de TABC en Afrique pour les entreprises espagnoles. Merci, Ad. Merci beaucoup, Nice, pour ta disponibilité et ton partenariat efficace. Al final, quiero anunciar que con la colaboración de la Cámara de Madrid y la FIPA, la CTC va a organizar el próximo 2 y 3 de junio una delegación empresarial en Madrid para impulsar los intercambios entre los dos países. Y donc, le invitamos a participar activamente a este evento. Al final, invito si hay preguntas o si hay unas antes de clôturer l'événement. Donc, je vous invite s'il y a des questions avant de clôturer cet événement.